Impossible de parler de gastronomie sans parler d'alimentation. Entre en scène Ariane Grimbach, diététicienne gourmande au parcours hors norme. Ariane ne cherche pas à vous mettre au régime, ce n'est pas le genre de la maison. Au contraire, elle prône l'acceptation de soi, la diversité corporelle et elle lutte contre la grossophobie, dans ses consultations comme sur son blog ou dans son podcast. Et cette militante du bien manger se double d'une foodie hors pair, chez qui vous pouvez piocher de bonnes adresses les yeux fermés. Si cet épisode vous plaît, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire dans l'appli Apple Podcast. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait d'Ariane Grimbach dans Girls in Food. Bonjour Ariane Grimbach. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, donc je m'appelle Ariane, j'ai 53 ans. Je suis diététicienne en libéral à Paris depuis une douzaine d'années maintenant. Petit retour en arrière, quelle était la place de la cuisine quand vous étiez enfant ? Alors je dirais peut-être une place différente de la cuisine et de l'alimentation, c'est-à-dire que on mangeait très bien dans ma famille et ma mère cuisinait que des bons produits. En fait, elle allait au marché 3 fois par semaine. À l'époque, on habitait en banlieue parisienne, il y avait encore des maraîchers assez locaux. On n'a jamais mangé de conserve, de surgelé, donc c'était très sain. Mais en revanche, elle faisait pas beaucoup de vraie cuisine. Il y avait une espèce d'idée qu'elle avait, enfin qu'elle nous disait qu'elle avait beaucoup cuisiné pour son frère dans ses jeunes années. Et du coup, il y avait une espèce de dégoût de la cuisine. Alors je suis pas sûre, je pense qu'elle savait pas faire une cuisine compliquée. Et donc on mangeait vraiment des choses bonnes, un petit peu monotone, mais voilà, de la cuisine vraiment simple, de la viande, du poisson, des légumes, des féculents, pas mal de pommes de terre, mais c'était toujours que des bons produits de saison, donc je pense que ça a quand même contribué à former mon goût. Alors on comprend que vous aviez l'habitude d'une cuisine de bons produits relativement simple. Est-ce qu'il y avait un effort particulier sur le plat du dimanche ? Alors, il n'y avait pas d'effort, mais il y avait une particularité, c'est que c'était tout le temps ma mère qui cuisinait, alors sauf le dimanche, et le dimanche on mangeait toujours la même chose, du poulet rôti. toujours. Un classique. Alors je dirais que c'était le seul moment où c'était mon père qui s'en occupait, qui mettait le poulet sur la broche, qui coupait le poulet. Et il avait un autre rôle parfois, c'est dès qu'il y avait un rôti, il y avait des fois un rôti de bœuf, un rôti de veau, et à ce moment-là c'était lui aussi qui coupait la viande. Mais tout le reste du temps, la cuisine, c'était vraiment le domaine de ma mère. Et toujours pour rester dans votre enfance, est-ce que vous aviez un rêve de métier quand vous étiez petite ? Malheureusement non, c'est-à-dire que j'en reviens un peu les enfants qui avaient envie d'être vétérinaire ou pilote de ligne, moi j'avais aucun rêve. Vraiment, je ne savais pas du tout ce que j'avais envie de faire. Et votre premier job, ça a été quoi ? Ça peut être un job étudiant d'ailleurs. Alors, mon tout premier job quand j'étais étudiante, j'ai travaillé dans le service administratif dans un hypermarché juste pour gagner de l'argent l'été. Puis après, j'ai fait mes études, donc j'ai fait des stages dans le domaine de mes études. Et je suis rentrée, mais complètement par hasard... parce que là aussi j'avais pas d'idée préconçue, chez Air France comme premier vrai job. Ah, donc ça on va y revenir parce que c'est vrai que vous avez un parcours particulièrement original, fait de plein de rebondissements. Donc vous nous l'avez dit, vous êtes rentré chez Air France dans la lignée de vos études à HEC. Tout à fait. Et là chez Air France, alors qu'est-ce que vous faisiez ? En fait, quand on rentrait chez Air France à l'époque, on rentrait comme jeune cadre, quand on avait fait par exemple une grande école, il n'y avait pas de métier prédéterminé. On faisait un stage de 3 mois dans l'exploitation, c'est-à-dire qu'on allait travailler en aéroport pour comprendre les vrais métiers de l'aérien, donc derrière le comptoir d'enregistrement ou sur la piste. Ça, c'était des moments dont j'ai encore un souvenir vraiment super parce que c'était très opérationnel. Et puis ensuite, je suis rentrée au service communication où je m'occupais de beaucoup de dossiers, de recherche d'informations pour le service de presse. Et puis après, j'ai évolué vers le marketing et je suis restée 11 ans chez Air France. Air France, c'était une entreprise où vraiment les gens restaient, notamment parce qu'ils avaient beaucoup de variétés de jobs, puis peut-être qu'ils étaient attachés aussi au billet d'avion. Et alors que moi, au bout de 11 ans,
Je me suis dit qu'il fallait partir, déjà 11 ans c'est pas mal, en me disant si je pars pas maintenant, je vais y rester toute ma vie et ça me paraissait vraiment inenvisageable. Et donc ça c'était en 2000 et c'était un peu l'époque d'internet, de la bulle internet et j'avais envie moi de travailler, j'avais identifié que ce qui m'intéressait c'était les clients, la fidélisation des clients. Donc j'avais envie de travailler là-dessus et je suis partie dans un cabinet de conseil pour travailler sur des projets internet. Et en fait c'est le moment où la bulle internet a éclaté. Ouais. Donc ça n'a pas duré longtemps, mais enfin je suis restée dans cette entreprise et du coup j'ai travaillé beaucoup plus sur des gros projets informatiques, ce qu'on appelle de l'accompagnement du changement, c'est-à-dire faire toute la part soft d'un projet informatique, tout ce qui est la communication, l'accompagnement de la formation des équipes, des choses comme ça. Mais j'étais pas très heureuse là-dedans en fait. C'était pas... Je pense que j'avais intégré un peu à l'époque l'idée que j'allais pas trouver forcément un boulot de passion, mais quand même j'avais envie de quand même m'épanouir un peu dans mon travail et je sentais que c'était pas ça. Donc en 2005, j'ai fait un bilan de compétences en fait pour essayer de trouver quelque chose qui me correspondait plus. Et est-ce que l'alimentation, c'était déjà un sujet d'intérêt, de préoccupation Je crois que, si je remonte, j'ai toujours aimé manger. C'est un bon point de départ. J'arrive pas à dater ça, mais j'ai souvenir que j'ai toujours été gourmande. Donc, comme je le disais, on mangeait bien chez moi. Alors, question à la fois de milieu, c'est-à-dire que mes parents n'étaient pas très argentés. Peut-être question d'époque, on n'allait pas du tout au restaurant. Mais par contre, on allait au restaurant quand on partait en vacances en voiture et je me souviens du plaisir d'aller au restaurant. Il y avait le guide Michelin dans la boîte à gants et puis on s'arrêtait, je sais pas, à Lyon, à Lons-le-Saunier, enfin dans différents endroits sur la route des vacances et je me rappelle que ça me faisait très plaisir. Et je crois que ça a toujours été important et je me rappelle, après quand j'ai été étudiante ou à la fin de mes études, on allait avec des amis au restaurant, on commençait à sortir à Paris et je me souviens effectivement de l'importance de bien manger et par rapport à d'autres personnes pour qui c'était assez indifférent, pour moi ça a toujours été important mais vraiment dans un sens de plaisir et de gourmandise, c'était vraiment ça qui m'intéressait à l'époque. Et pendant vos années chez Air France ou quand vous étiez dans le conseil, est-ce que vous aimiez, je sais pas, tester des restaurants, les nouveaux restaurants qui ouvraient à Paris, est-ce que c'est quelque chose qui vous parlait ou alors Oui, alors, je pense que ce que je disais, c'est que je pense que ce que j'ai mangé enfant a formé mon goût et mon exigence. En fait, ma mère ne travaillait pas, donc je suis jamais allée à la cantine. Je mangeais de la bonne cuisine maison, c'était un peu frustrant quand j'étais enfant, mais ça se fait sûrement des bons côtés. J'ai commencé à manger à la cantine quand j'ai été étudiante et à mal manger, à pas en être satisfaite. Et quand j'étais à Air France, c'était pareil, c'était la cantine, donc c'était pas bon du tout. Et j'ai commencé à aller un petit peu dans le conseil, effectivement, à sortir plus. Et je pense que dès je dirais 20, 21 ans, enfin dès que j'ai commencé à travailler à 22 ans, mais je me rappelle de cette époque, je me souviens quand j'avais peut-être 22, 23 ans, partir en vacances avec un ami dans le sud, du côté de Villefranche-sur-Mer, et on s'était payé un restaurant 1 étoile. Donc et je me rappelle aussi d'avoir fait des stages avec cet ami, et je me rappelle que bien manger était déjà important. Et ça s'est conforté au fil du temps. Après, je me suis mise en couple avec une personne qui aime beaucoup manger aussi. Donc je pense que effectivement avec lui ça s'est renforcé au fil du temps aussi le fait effectivement de découvrir des restaurants, d'être attentif aux bons produits, ça s'est aussi renforcé à ce moment-là. D'accord. Mais ça veut dire que quand vous avez fait votre bilan de compétences, vous n'aviez pas forcément, c'était très ouvert comme bilan de compétences, c'est-à-dire que vous n'aviez pas forcément en tête déjà un métier, une reconversion Alors c'était pas très ouvert, mais je pensais pas du tout. Je pense que un petit peu avant le bilan de compétences, j'avais quand même identifié que ça m'intéressait. J'avais eu
enfin sans doute comme beaucoup de personnes, un vague projet très éphémère et irréaliste d'ouvrir un salon de thé, quelque chose comme ça, mais pas plus que ça. Et quand j'ai fait le bilan de compétences, j'avais pas pris ça en compte. J'étais plutôt partie, j'avais identifié que ce qui m'intéressait c'était l'humain. Parce que je m'étais intéressée aux clients, aux salariés dans mes autres approches et j'avais envie d'aller vers quelque chose de plus individuel, de l'accompagnement de carrière, des choses comme ça. Donc l'humain ça m'intéressait. Je suis tombée en bilan de compétences sur quelqu'un qui était justement pas très ouverte. D'accord. Et je n'avais pas du tout intégré l'alimentation, qui était un plaisir personnel, dans une réflexion de projet professionnel. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais frustrée de ce bilan de compétences. Et je discute avec une amie qui avait évolué aussi professionnellement et qui me dit mais va à la Cité des métiers, ouvre-toi sur plein d'autres métiers, etc. Et en fait je suis allée sur internet, sur l'équivalent de la Cité des métiers et j'ai déroulé des métiers et je suis tombée sur diététicienne et vraiment ça a été eureka. J'ai trouvé la révélation. Et voilà, la révélation, c'est-à-dire qu'en fait ce que moi j'avais pas consciemment intégré, c'est-à-dire je connaissais pas, je devais connaître le mot diététicienne, mais j'avais jamais vraiment réfléchi à ça. Mais le fait de m'intéresser à la nourriture et m'intéresser à l'humain, j'avais pas du tout consciemment connecté ça. Mais en fait, en voyant le mot, ça s'est connecté. Ouais. Je me suis dit, mais génial, ce métier, ça va être l'humain et l'alimentation. Et à partir de là, ça a été vraiment une évidence. D'accord. C'est-à-dire que je me suis plus posé de questions, je me suis pas dit ah ben peut-être. Donc j'ai fini le bilan de compétences et la personne était très surprise, mais j'avais une espèce de certitude et de me dire peut-être ça va prendre du temps, mais j'y arriverai, c'est vraiment ça que je veux faire. Il y a eu vraiment une espèce de révélation, de truc où je sais que ça se passe pas toujours comme ça quand on change de métier, mais là vraiment j'avais envie de ça et parce que, alors à ce moment-là, j'étais vraiment dans le plaisir de manger, dans le fait de vouloir réapprendre ça aux gens. Et c'est qu'après, progressivement, que j'ai compris la complexité qu'il y avait derrière la question de la nourriture. Et aujourd'hui, à quoi ressemble votre quotidien de diététicienne ? Alors donc moi je suis installée en libéral et c'est toute mon activité, hein. J'ai pas d'activité dans une institution, un hôpital, etc. Et donc la majeure partie de mon activité, c'est de recevoir des personnes en consultation, des consultations assez longues parce que j'essaye vraiment de rentrer dans la problématique de la personne. Et je peux avoir des journées vraiment très chargée en consultation, où je vais être en consultation de 8h30 du matin à 20h30, avec des petites pauses pour que ce soit supportable. Et puis j'essaye pour mon équilibre personnel que toutes les journées ne soient pas comme ça, donc je vais avoir des journées beaucoup plus légères, où je vais avoir quelques consultations. J'essaye de me préserver des journées, ce qui est absolument fantastique dans une activité indépendante, c'est que je fais ce que je veux. Et donc après, je garde du temps dans certaines journées pour travailler sur mon blog, sur mon podcast, être sur les réseaux sociaux, rencontrer des personnes dans mon domaine professionnel ou avoir des activités personnelles, aller me promener, découvrir des restaurants, etc. C'est-à-dire que je mixe un peu des deux. Et c'est ça, mais vraiment le cœur de mon activité, c'est les consultations. Je fais après un petit peu d'intervention dans des entreprises, d'animation, d'ateliers, conférences autour du bien manger ou de différentes problématiques autour de la nourriture. Mais c'est une activité qui est variable selon les années, qui est quand même très minoritaire. Et de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est l'humain, et l'humain au sens plutôt de l'individu. Oui. Donc du coup, vraiment ces consultations individuelles, c'est quelque chose qui me ravit, m'intéresse et sur lequel je ressens vraiment aucune lassitude. Je me rends compte que quand on a parlé de votre reconversion, on n'a pas parlé des études que vous avez faites pour arriver à ce nouveau métier, parce que c'est vraiment très différent de ce que vous faisiez avant. Tout à fait. Comment ça s'est passé ? Est-ce que ça ressemblait à ce que vous imaginiez ?
Est-ce que vous pouvez nous raconter cette transition du point de vue aussi de la formation ? Moi, je pense que j'ai un souci de légitimité, donc je voulais devenir diététicienne. C'est clair que n'importe qui peut s'établir aujourd'hui, et beaucoup le font, comme coach nutritionnel par exemple. Ouais. Mais moi, je voulais un diplôme, et donc ça passe par un BTS de diététique, qui sont des études en 2 ans. Donc j'ai regardé le programme. Comme je travaillais, j'avais besoin financièrement de continuer à travailler, j'ai fait des études par correspondance par le CNED. J'ai reçu une pile de documents absolument gigantesques. Ce que j'avais compris, mais peut-être pas complètement évalué, c'est que c'est des études très scientifiques. Il y a vraiment beaucoup de biologie, de biochimie, d'aspects vraiment liés à la chimie, à la physiologie du corps. C'est des gens qui disent que c'est pas très loin d'une première année de médecine. Il y a vraiment beaucoup de connaissances aussi des pathologies, du fonctionnement du corps. C'est une profession paramédicale. Tout à fait. Ouais. Donc ça, je l'avais compris, mais pas forcément autant que ça. Et d'ailleurs, j'ai vraiment ramé sur certaines matières. Mais bon, comme c'est un examen, ça s'est équilibré avec d'autres. Et donc, j'ai beaucoup travaillé le soir, le week-end. J'ai pris des congés sans solde pour faire des stages, parce qu'il y avait beaucoup de stages. Et j'ai eu un petit peu miraculeusement mon diplôme du premier coup, alors que par rapport au temps que j'y passais, je pensais que ça allait prendre plusieurs années, puisque c'était un BTS où on pouvait garder ses notes en fait, des matières qu'on avait eues et puis les repasser sur 2-3 ans. Et en fait, j'ai eu du premier coup, donc je me suis lancée. Et en fait, je suis passée presque tout de suite à mi-temps pour développer mon activité. Et pendant 1 an et demi, j'ai été à mi-temps, et donc j'étais toujours consultante à côté pour avoir un certain revenu, le temps de démarrer. Et puis au bout d'1 an et demi, je suis passée à plein temps, donc en 2010, donc plein temps maintenant depuis 10 ans. Ça n'a pas dû être évident cette période de transition, vous étiez à mi-temps sur un autre métier, puisque les 2 univers n'ont rien à voir. Enfin, comment vous l'avez vécu ? Je crois que c'est des questions de personnalité, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup des slasheuses, les personnes qui ont 2 voire plus d'activités. Je crois que moi je sais pas faire ça en fait, et donc je voyais, même si je mettais beaucoup moins d'énergie dans mon activité de consultante, que je m'étais pas mal désengagée, je voyais bien que j'arrivais pas à consacrer suffisamment d'énergie et de temps disponible à l'activité diététique. C'est pour ça qu'au bout d'1 an et demi, je suis partie. Je me rappelle que ça inquiétait un peu mon compagnon, qui disait « Tu es sûre ? Ouh là là, c'est pas raisonnable, etc. » Mais je sentais que j'en avais vraiment besoin pour pouvoir me consacrer à plein temps à la diététique. Alors, dans votre pratique, vous prenez la diversité corporelle et l'acceptation de soi. Est-ce que c'est cette conception des choses, comment est-ce que c'est venu dans votre pratique ? Est-ce que vous vous êtes toujours dit je vais orienter ma pratique de cette manière-là, le côté anti-régime notamment, ou est-ce que c'est les études qui vous ont fait évoluer sur le sujet, parce qu'on s'imagine une diététicienne, ça peut être plein de choses différentes, plein de pratiques différentes, et je me rends pas forcément compte, mais je suis sûre que vous soyez... Absolument. Alors en fait c'est bizarre, parce que j'ai pas réussi à reconstituer comment c'était arrivé. Je me souviens très bien que avant de me lancer dans le BTS, je savais déjà que je voulais être dans une pratique anti-régime. Est-ce que c'est une lecture ? Parce que en fait, je fais partie d'une association qui s'appelle le GROS, le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, qui justement est dans cette approche anti-régime. Et avant de me lancer dans les études, ou pendant les études, j'avais contacté une des diététiciennes de cette association, donc je savais déjà que je voulais être là-dedans. Puis après, j'en ai contacté une autre pour faire un stage, et elle m'avait dit « C'est très bien, mais vous viendrez faire la formation après, il ne faut pas être dans cette approche-là pour le BTS. » Parce que le BTS, lui, il est... Alors c'est un BTS où il y a 0 psychologie, alors que c'est tellement important pour la suite, et qui est très dans les régimes, le comptage des calories, des choses comme ça. Donc il faut apprendre tout ça. Mais je savais que je l'apprenais pour avoir le diplôme, mais pas pour ce que je voulais faire après. Donc c'était clair pour moi que je voulais être dans une approche anti-régime. Et donc j'ai eu mon BTS en octobre, et donc en janvier j'ai commencé une formation avec cette association, donc qui était une formation vraiment d'une approche beaucoup plus globale, qu'ils appellent biopsychosensorielle du comportement alimentaire, parce que je voulais être là-dedans. Donc dans cette approche vraiment, on regarde le côté global de l'alimentation, il y a beaucoup de psychologie, on travaille à déconstruire l'idée de régime et de restriction, mais en tout cas à l'époque, il n'y avait pas tellement cet aspect de l'acceptation du corps, et ça c'est vraiment quelque chose qui est venu progressivement,
par le travail avec mes patients, par le fait de voir à combien ça les rendait malheureuses, l'obsession de la minceur, et puis après par des lectures, par des rencontres, et donc je suis restée dans cette conception anti-régime, et je pense que je l'ai enrichie maintenant justement de tout un travail sur comment vivre mieux en harmonie avec son corps, quel qu'il soit, de lutte contre la grossophobie. Mais après, c'est des lectures, des prises de conscience qui font que petit à petit, j'ai compris la complexité de la relation à la nourriture et tout l'aspect à la fois psychologique, mais aussi économique, sociologique, familial, et puis même l'aspect aujourd'hui, je dirais politique, féministe. Oui. Donc il y a toutes ces notions-là aussi sur lesquelles je travaille maintenant, qui est effectivement d'expliquer toute cette question aussi de marché et de business, de la question de la minceur et tout ce qu'on peut vendre aux femmes pour les mettre en insécurité par rapport à leur silhouette et leur vendre tout un tas de choses pour atteindre une silhouette rêvée. Donc ça, c'est des choses que je conscientisais peut-être pas autant au départ et qui forcément contribuent aussi à enrichir et complexifier ma pratique. Et par rapport à votre pratique, comment ça s'articule d'autres activités que vous pouvez avoir, comme le podcast, d'ailleurs que je recommande chaudement parce que je l'aime beaucoup. Merci. Et je pense qu'il peut parler à toute personne qui s'intéresse à l'alimentation, mais aussi à l'image qu'on peut avoir de soi-même. Oui, parce qu'en fait, le podcast ne parle pas beaucoup d'alimentation, non, c'est plutôt effectivement le rapport au corps. En fait, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, je m'efforce de garder du temps libre entre mes consultations pour pouvoir faire ces autres activités que je fais par plaisir. Et donc, dès que j'ai commencé à pratiquer, j'ai ouvert mon blog en 2008, vraiment en parallèle, à la fois pour me faire connaître et pour valoriser cette approche que j'avais, qui est, comme on le disait, pas une approche tout à fait classique de la diététique. Et au bout de quelques années, en fait, je pense, donc c'était en 2008, et après, en peut-être 2016-2017, j'avais beaucoup écrit pour le blog et j'ai commencé à me dire que peut-être l'écrit, c'était pas quelque chose peut-être qui était la meilleure façon de communiquer pour tout le monde. Et j'ai eu, je me rappelle, un été, une toute petite velléité de me dire « Ah, je devrais faire des vidéos ». Et je suis tombée sur une émission où quelqu'un, je sais plus s'il était dans le domaine de l'histoire, expliquait qu'il passait 50 heures par vidéo. Oui. Donc et là, ça m'a complètement refroidi. Et à ce moment-là, il commençait à y avoir quelques podcasts. Et je me rappelle d'une amie coach qui avait pas vraiment un podcast, mais qui avait commencé à mettre des contenus audio sur son blog. Il y a Clotilde Dussoulier, qui était une blogueuse culinaire, qui a lancé son podcast Change ma vie. Ouais. Et je me suis dit, mais finalement, le son, c'est peut-être plus simple que la vidéo. Et en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que je connaissais Clotilde, donc je l'ai rencontrée, je lui ai demandé des conseils. Et en fait, en discutant avec elle, et après en réfléchissant, je me suis dit, mais je veux pas faire un podcast sur l'alimentation, parce qu'il commençait à y en avoir quelques-uns. Et puis, j'avais pas envie de reproduire ce que j'avais sur mon blog, en fait. Oui. Et en parlant, je me suis dit, mais finalement, je vais faire un podcast sur cette question de l'acceptation du corps, de se sentir bien dans son corps quand on est une femme, parce que là-dessus, il n'existe pas grand-chose, et il y a du boulot. Et en plus, en me disant, mais en faisant le podcast, ça va m'obliger à aussi enrichir ma pratique, de trouver des nouveaux exercices, des nouvelles façons d'approcher ce sujet-là. Donc c'est complémentaire du blog. Le problème, c'est que le temps n'est pas extensible. Donc le blog a un petit peu pâti quand même de ça, surtout au début où... je pense que vous voyez le temps que ça prend un podcast. Ouais. Au début, je faisais un épisode toutes les 2 semaines et j'ai arrêté parce que ça me prenait trop de temps, ça prenait un petit peu tout mon temps libre. Donc maintenant, je fais un épisode tous les mois. Et malgré ça, j'ai un peu de mal à relancer le blog. En fait, j'ai plein de billes entamées, mais j'ai pas tout fini. Parce que je continue sur le blog à justement parler plus d'alimentation et de sujets qui me tiennent à cœur par rapport à l'alimentation, au bien manger. Avant de lancer le podcast, je m'étais réunie avec moi-même et j'avais identifié qu'en fait, ces 2 grands sujets qui m'intéressent, qui sont, je dirais, le bien manger pour tous, qui est un sujet... un peu important, et puis cette question de lutte contre l'obsession de la minceur et d'acceptation de la diversité corporelle, il fallait que j'en choisisse un sur lequel j'allais mettre plus d'énergie, donc j'ai plutôt choisi ce sujet-là, et c'est comme ça que j'ai débouché sur le podcast, en me disant le bien manger pour tous, finalement il y a plein de gens qui s'en occupent. Il y a des chefs, il y a d'autres diététiciennes, il y a plein de gens qui s'en occupent,
Donc laissons occuper. Moi, je vais m'occuper de cet autre sujet où je trouvais qu'il y avait moins de ressources. Ouais, d'accord. Et vous avez également écrit un livre avant le lancement du podcast qui s'appelle La gourmandise ne fait pas grossir. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né ce livre ? Je crois que assez peu de temps après mes débuts de diététicienne, j'ai eu des velléités d'écrire des livres et j'avais envie de parler un peu de comment s'organiser pour bien manger. J'avais même, malgré qu'il en existe des milliers, l'idée peut-être de faire un livre de cuisine. Enfin, j'avais des idées, puis ça s'est filoché au fil du temps. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais il y a beaucoup de contenu sur mon blog, il faudrait que j'en fasse quelque chose. Et j'avais commencé à repérer un petit peu des billets de blog qui avaient un intérêt, qui pouvaient effectivement constituer un contenu. Et j'avais des idées peut-être de faire un e-book, enfin d'arriver à regrouper différents contenus. C'était pas très précis. Et à ce moment-là, un éditeur est arrivé. En fait, un éditeur qui était tombé sur mon blog et qui donc cherchait quelqu'un justement pour démêler un petit peu le vrai du faux par rapport à l'alimentation, toutes les croyances qu'on a autour de tout ça. Et donc ils avaient trouvé qu'il y avait plein de choses intéressantes sur mon blog. Et donc j'ai rencontré l'éditeur, on s'est mis d'accord et j'ai proposé un abécédaire parce que ça me paraissait quelque chose de plus facile que d'écrire un livre un petit peu en continu. Et puis c'était un bon moyen de réutiliser certains contenus de mon blog. J'ai trouvé des contenus sur mon blog que j'ai réécrits. Il y a plein de choses que j'ai créées de toutes pièces, mais je trouvais ça plus facile d'écrire des petits textes que d'écrire toute une démarche. Et l'avantage d'avoir un éditeur, c'est que forcément, ça vous met une deadline. Et je pense que s'il n'y avait pas eu ça, le livre serait toujours pas écrit. Et est-ce que vous comptez, vous avez d'autres projets d'écriture, est-ce que vous comptez lui donner une suite d'une certaine manière ? J'ai été sollicitée plusieurs fois. Je me pose la question, donc mon éditeur a déposé son bilan, donc il y a un autre éditeur qui m'a proposé de le reprendre et je me dis mais il faudrait mettre à jour ce livre. Dès qu'il a été fini, je me suis dit mais j'ai oublié de dire ça et ça et ça. C'est l'inconvénient des livres. Je ne sais pas, j'admire les personnes qui peuvent passer leur nuit à écrire pendant qu'elles travaillent. Moi, j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de profiter de mon temps libre. Donc j'ai du mal à me dire que je vais pouvoir consacrer suffisamment de temps à l'écriture. En fait, j'ai beaucoup écrit ce livre le matin dans les cafés et je suis pas sûre que je me revois refaire ça. Donc j'ai pas de projet immédiat, peut-être ça viendra. Après c'est clair que je passe trop de temps sur les réseaux sociaux, donc ce temps-là pourrait sûrement être mis à profit pour quelque chose d'un peu plus durable. La période du confinement m'a quand même donné envie d'aller un petit peu plus loin vers tout ce qui est virtuel et à distance. Donc je faisais pas de consultation en vidéo, maintenant j'en fais. J'ai fait des lives Instagram qui ont bien marché, qui étaient intéressants parce que c'est différent du blog ou du podcast dans la mesure où on est dans l'interaction, avec les personnes. Et donc ça m'a donné l'idée peut-être de faire des webinaires, enfin de faire peut-être des réunions en ligne pour prolonger ça, mais il n'y a rien de très concret pour l'instant. Vous êtes effectivement très actif sur les réseaux sociaux et votre compte Instagram notamment est une mine d'or pour retrouver des bonnes adresses à tester. Je me demandais en fait comment ce côté gourmet, gastronome que vous avez vous aide dans votre pratique de diététicienne. Est-ce que ça l'alimente d'une manière ou d'une autre ? Comment ça l'influence ? Ça fonctionne un petit peu dans les deux sens, je pense. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai toujours aimé manger, toujours été gourmande, donc je continue et je suis très curieuse et effectivement Instagram notamment me permet de donner ça pour valoriser des gens dont j'apprécie le travail. Et je dirais que mon métier m'a permis de rentrer de façon plus légitime, si on peut dire, dans le milieu de l'alimentation, de la gastronomie. Donc j'ai rencontré beaucoup de personnes dans ce monde-là. Et donc ça m'intéresse d'autant plus d'aller comprendre comment ça fonctionne. Il y a des personnes
des patientes qui suivent mon compte Instagram, donc je dirais que ça valide mon intitulé de diététicienne gourmande, et donc ça rassure des personnes qui viennent me voir et qui sont gourmandes et qui n'ont pas envie d'aller voir une diététicienne qui les priverait, donc je dirais que ça contribue un petit peu à mon image, si on peut dire. Et puis je dirais qu'il y a une espèce d'aller-retour aussi dans l'observation un petit peu des tendances d'évolution de l'alimentation, c'est-à-dire que moi je vois par à la fois mes lectures, les demandes de mes patientes que par exemple il y a de plus en plus de gens qui vont aller vers une alimentation plus végétarienne par exemple, et du coup ça m'intéresse de voir aussi en parallèle comment les restaurants vont évoluer vers ça, de voir éventuellement de leur faire des appels du pied pour qu'ils avancent, ou de voir comment se passe, les choses évoluent. Donc je dirais que les deux se nourrissent de façon réciproque, et puis entretiennent mon goût de toutes les dimensions de l'alimentation. Et d'ailleurs, en termes d'évolution, ces dernières années, on entend beaucoup plus parler des intolérances alimentaires, des allergies alimentaires. Est-ce que vous le ressentez dans votre pratique? C'est-à-dire, est-ce que vos patientes viennent avec ces problématiques en tête? Tout à fait. Je dirais que la majeure partie des personnes qui viennent me voir viennent pour perdre du poids, même si elles ne veulent pas perdre du poids avec un régime. Il y a des personnes qui viennent me voir pour faire la paix avec la nourriture parce qu'elles se rendent compte à quel point ça occupe leur pensée et c'est obsessionnel. Mais il y a aussi des personnes qui viennent pour des problèmes de confort digestif, d'incompréhension de pourquoi elles ont des difficultés digestives. Et là-dedans, il s'agit de démêler les croyances, les modes et puis la réalité de ce qui peut créer ces inconforts. Donc moi, je continue beaucoup à lire, à me former justement parce qu'il y a beaucoup de recherches sur ces domaines-là pour accompagner les personnes, mais justement en n'étant pas dans l'idée le gluten c'est mal par exemple, ça je lutte beaucoup contre cette idée, mais d'expliquer les problèmes qu'il peut y avoir avec le gluten, les problèmes qu'il peut y avoir avec le lait, mais sans jamais diaboliser les choses, en expliquant pourquoi ça peut créer des difficultés, et en accompagnant la personne toujours avec l'idée qui est extrêmement importante pour moi, que chaque personne est différente, et donc en lui faisant expérimenter des choses, éventuellement le fait de supprimer certains aliments et de voir quelles conséquences ça peut être pour elle, mais toujours en étant dans qu'est-ce que ça me fait sur moi et pas qu'est-ce que ça fait en général, parce que ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre. Et puis pour pas s'arrêter de consommer des produits pour de mauvaises raisons. Exactement. Et dans la même veine, même si c'est assez différent, je trouve qu'il y a une sorte de pression croissante sur le fait de l'importance de manger sainement. Généralement en disant non, c'est pas un régime, c'est manger sainement, c'est pour être en bonne santé. Alors bien sûr, il y avait plein de scandales dans l'industrie agroalimentaire qui contribuent à une vraie méfiance vis-à-vis de la nourriture. Est-ce que comment ça se ressent dans votre pratique, chez vos patients? Mais vous avez tout à fait raison. Alors, il y a plusieurs choses. Je dirais qu'il y a un peu une double pression, c'est-à-dire que la pression quand même à la minceur, elle n'a pas disparu. Et il y a en plus maintenant une pression à la santé qui vient en plus. Alors, il y a plusieurs choses. Des fois, c'est un habillage de la perte de poids. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire faut manger sainement ou faire une détox, etc. Mais derrière, il y a la promesse quand même que vous allez perdre 3 ou 5 kilos. Il y a aussi la question, qui malheureusement est vraie dans d'autres domaines de l'alimentaire, d'être dans les extrêmes. C'est-à-dire, effectivement, on est allé trop loin dans l'artificiel, l'industrialisation, donc on revient complètement dans l'extrême inverse de dire faut revenir au paléolithique ou à une époque où on mangeait rien de transformé. Donc ça me paraît excessif, et moi je défends plutôt une voie du milieu. Et puis je lutte un peu contre l'idée, ça rejoint ce qu'on disait avant sur par exemple le gluten, que sain égale sans. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord pour que chacun décide de sa façon de manger, et chaque personne est libre, mais j'aime pas qu'on fasse du prosélytisme à dire voilà comment il faut manger pour être en bonne santé.
Ouais. Parce que la santé, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et c'est pas parce qu'on va arrêter le gluten ou le gras ou le sucre qu'on va forcément être en meilleure santé et qu'il y a plus une question, je dirais, à la fois d'écoute de soi, de modération à avoir. Donc c'est plutôt ça qui me paraît être un problème. L'autre problème qui peut exister, c'est... quand cette idée de manger sainement, qui me va bien et que j'essaye aussi d'aider mes patients à installer, c'est quand ça devient obsessionnel et ça passe à ce qu'on appelle l'orthorexie, c'est-à-dire l'obsession de manger sain qui devient quelque chose qui gâche un peu la vie, parce que si on est vraiment obsédé par le fait de bien manger, on veut absolument tout maîtriser et donc on va plus pouvoir aller au restaurant, aller chez des amis, parce qu'on ne maîtrisera pas tout, donc ça peut vraiment gâcher la vie sociale. Donc quand c'est comme ça, il faut s'en occuper. Donc je dirais, chaque personne doit accorder la place qu'elle a envie au bien manger, pour, je dirais, être en harmonie avec soi-même plutôt que dans l'écoute des modes ou des croyances. Bien sûr. Et est-ce que dans votre carrière jusqu'à ce jour, est-ce qu'il y a eu une d'ailleurs ou plusieurs rencontres décisives qui ont fait que il y a eu un avant et un après Il peut ne pas y en avoir aussi. Alors, je dirais la rencontre de mon compagnon. Parce que je dirais que quand même alors, lui, il avait une histoire alimentaire assez différente de la mienne, puisque moi, je parlais tout à l'heure du fait qu'on mangeait bien chez moi, que ça avait construit mon goût. Mais je n'ai eu aucune transmission culinaire. C'est-à-dire, je suis partie de chez moi, je pense que je savais faire le gâteau au yaourt, point. Alors que lui avait une mère qui savait extrêmement bien cuisiner, qui avait des origines espagnoles, mais qui était rentrée dans une famille italienne, et donc qui avait intégré toute la cuisine italienne, les pâtes, les raviolis, le risotto, etc. Et lui, il a beaucoup observé, a beaucoup appris d'elle. Donc lui, il sait très bien cuisiner. Et donc, je dirais que le fait de se rencontrer a forcément, peut-être, accru mon envie de cuisiner. Même si, des fois, en rigolant, on dit, son territoire à lui, c'est l'Italie et le Japon, puisqu'on aime beaucoup le Japon. Et moi, j'ai le reste du monde. mais du coup, je pense que voilà, le mix de nos expériences, même si moi j'ai dû forcément construire mon savoir culinaire sur le tas et que je ne suis pas une grande cuisinière, mais tout ça c'est un petit peu nourri mutuellement et chacun s'est ouvert un petit peu aussi aux habitudes culinaires de l'autre. D'ailleurs, on peut régulièrement voir passer ces créations de monsieur. Exactement, sur votre compte. Tout à fait. Il y a des projets sur lesquels vous travaillez que vous souhaiteriez partager avec nous. Alors on a compris que le confinement avait influencé votre pratique puisque vous vous ouvrez à des consultations à distance, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Est-ce que vous voyez d'autres... J'avais essayé de lancer un projet collaboratif, mais malheureusement qui n'a pas abouti, je pense n'aboutira pas, qui était un projet de guide de Paris par ses habitants, où j'avais regroupé des habitants de tous les arrondissements pour que chacun donne ses bonnes adresses. Et malheureusement, ça a été un petit peu compliqué à mener à terme, donc je pense que ça va être juste un partage entre ces personnes-là et pas le faire. Et je dirais que j'ai beaucoup d'idées, donc volontiers, si j'avais du temps, j'écrirais bien un autre livre. Je garde quand même cette idée de livre de cuisine, même si je vois de plus en plus de livres qui correspondent à ce que j'aurais eu envie de faire, mais peut-être qu'un jour, ou faire quelque chose comme je disais, des e-books, peut-être des petites publications sur internet, enfin je vois bien que même s'il y a une multitude de livres de cuisine, de ressources de cuisine sur internet qui existent, il y a énormément de gens qui sont toujours dans cette idée, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Donc je me dis qu'il y a quand même encore des territoires à occuper peut-être dans ce domaine-là. Il va faire à suivre. Tout à fait. Alors Ariane, on va passer à la deuxième partie de l'interview qui est consacrée à la place des femmes dans le milieu de la gastronomie et à la vision que vous en avez. Je vais commencer par vous demander si le fait d'être une femme, ça a eu, selon vous, une influence, une incidence sur votre parcours professionnel. À titre personnel, je ne crois vraiment pas.
Même si quand je suis rentrée à France, je crois que j'ai appris un peu après que les filles étaient moins payées que les garçons, que les hommes, et je pense qu'il y a eu ça. Moi j'ai pas souffert de ça, et donc après quand je suis rentrée dans le conseil, je me rappelle qu'une de mes collègues avait lancé un groupe de travail sur les inégalités salariales, et qu'on voyait qu'il y avait moins de femmes qui accédaient aux postes, donc j'ai eu une conscience de ça, des inégalités, que une femme qui avait des enfants peut être ralentie dans sa carrière, dans les entreprises françaises, c'est très bien vu de rester tard le soir, d'avoir des réunions très tard, et que quand on a des enfants à les chercher, et que on sait que c'est quand même plus souvent la mère qui s'en occupe, c'est des problèmes. Donc je pense qu'il y a une réalité d'inégalité dans le monde de l'entreprise, mais je ne l'ai pas subi personnellement. Et après, dans le monde dans lequel je travaille aujourd'hui non plus, puisque je travaille de façon indépendante. Alors, c'est vrai que dans le monde de la diététique, enfin dans le monde vraiment des diététiciennes, diététiciens, je crois, alors j'ai pas de chiffres récents, mais qu'il doit y avoir à peu près 90 ou plus % de femmes. Donc c'est un monde très très féminin, c'est le monde du care, du soin. Oui. Donc il y a beaucoup de femmes, et c'est un métier qui n'est pas toujours bien considéré par les médecins ou les gens qui sont dans le monde médical au sens large. C'est des études et un métier qui n'est pas très valorisé. Donc quelle est la part du fait que ce soit occupé par des femmes qui contribuent à cette non-valorisation, peut-être? C'est très souvent le cas, oui. Et vous dites souvent, mes patientes, est-ce que c'est parce que vous avez quasiment que des femmes, et... J'ai je pense, sans doute 90% de femmes dans ma clientèle, parce que moi, comme je suis assez visible sur Internet, beaucoup de personnes viennent me voir en connaissant mon approche, et donc elles ont envie de sortir des régimes, et donc la question des régimes, de l'obsession de la silhouette, de la minceur, c'est quand même si ça change un petit peu, beaucoup plus féminin que masculin. Ça, c'est une première chose. La question de l'alimentation, ça préoccupe plus les femmes. Et puis, je pense, sans être c'est peut-être un peu un stéréotype, mais les hommes vont avoir moins tendance à demander de l'aide, et donc à se faire accompagner s'ils ont des problèmes alimentaires. Après, il y a toute une part émotionnelle aussi dans la relation à l'alimentation, sur laquelle je travaille beaucoup, le fait de chercher un réconfort ou un anesthésiant émotionnel dans la nourriture, et les hommes vont avoir aussi plus de difficultés à parler de ça. Mais je pense que les hommes vont aussi beaucoup moins voir un psychologue, par exemple. Donc il y a aussi sûrement beaucoup de choses à déconstruire dans l'éducation genrée, qui font que peut-être ça changera aussi chez les hommes. Mais le fait qu'ils soient moins préoccupés et qu'ils ont moins tendance à se faire accompagner explique le fait que j'ai quand même très 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 majoritairement des femmes dans ma patientèle. Et là, je vais faire appel à votre œil aiguisé autour de la gastronomie. Enfin, je sais que vous suivez donc ce qui se passe dans le milieu de la restauration. Est-ce que vous avez l'impression que la place des femmes évolue dans cette sphère-là? Je pense que ça évolue peut-être un tout petit peu, très très doucement. Je pense que c'est un monde très compliqué, très fermé, quand même majoritairement masculin, la gastronomie, et les femmes, elles subissent un peu la double peine des violences et du sexisme. Et donc c'est terrible. Et je crois que là où on progresse un tout petit peu, c'est le fait d'en parler plus. Il y a ce compte Instagram Je dis non chef, qui c'est absolument monstrueux ce qu'elle raconte. Enfin, c'est complètement fou. Mais donc je pense que il y a un peu plus de transparence. Il y a quand même, alors j'ai pas du tout de données, mais je pense peut-être un petit peu plus de femmes chefs, un peu plus de femmes qui ont leur restaurant, donc qui ont peut-être une autre approche du management et de la façon dont elles ont envie de travailler. C'est ce qui est difficile dans des métiers quand même qui vivent un peu sur eux-mêmes, c'est le fait d'arriver à déconstruire des modes de fonctionnement et à mettre en place autre chose, et pas reproduire ce qu'on a vu. Et la difficulté qu'il y a aussi, dont j'ai déjà entendu des gens parler, c'est que par rapport à cette question de transparence, c'est que comme
en tout cas, par exemple dans une ville comme Paris ou en France, ou dans un métier je dirais, où on veut être vraiment dans la gastronomie, c'est que comme c'est un milieu très fermé, on a peur de se faire griller si on dit quelque chose. Absolument. Et donc ça, je pense que ça bloque aussi beaucoup de personnes qui auraient des choses à dire. Donc je pense que ça avance millimètre par millimètre. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à une femme qui nous écouterait, que votre parcours inspirait, qui souhaiterait marcher sur vos traces Je pense que c'est, que ce soit pour faire ce métier ou un autre, c'est très important d'écouter son intuition. C'est-à-dire qu'on peut rationaliser, voir le pour et le contre et l'envie, pas envie, mais ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on ressent et de ressentir vraiment ça, je sens que c'est fait pour moi, ça c'est une première chose. Et je crois vraiment, vraiment beaucoup au pouvoir de l'intuition. L'autre chose, c'est d'essayer de se renseigner sur ce dont vous parliez tout à l'heure, hein, comment ça se passe des journées en quotidien, c'est-à-dire que comment on a envie de travailler, qu'est-ce qu'on aime faire dans une activité, est-ce qu'on a besoin de travailler en équipe, est-ce qu'on est plutôt solitaire, est-ce qu'on a envie d'être dans l'accompagnement, est-ce qu'on a envie d'être plus dans des métiers plus créatifs. Enfin, je pense que c'est important de voir ce qu'on aime vraiment faire et puis voir si ça matche avec ce métier qui est beaucoup un métier d'écoute, d'accompagnement et un métier de solitaire, c'est-à-dire le fait de voir des patients ne remplace pas du tout le fait de travailler avec d'autres personnes. Donc il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'être dans le partage, dans l'échange. Donc moi, c'est un peu pour ça que au début j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux, que j'ai fait beaucoup, à un moment donné, je continue un petit peu, de déjeuner de gens qui étaient dans le domaine de l'alimentation, de la gastronomie, pour justement partager, apprendre aussi d'autres personnes, dans la mesure où je travaille toute seule. J'ai 2 collègues avec qui on fait des séances aussi des fois de supervision pour parler de cas difficiles. Donc je pense que c'est pas, du coup, je me sens pas du tout solitaire, mais en tout cas c'est quand même une activité solo et il y a des personnes qui sont peut-être pas faites pour ça, mais vraiment donc se connaître et s'écouter, c'est ça qui me paraît important. Pour finir sur ce sujet, est-ce qu'il y a des femmes qui ont particulièrement compté dans votre parcours, qui vous ont inspiré, alors que ce soit des femmes avec qui vous ayez travaillé, mais ça peut être des femmes qui, par juste leur action, vous ont inspiré? Dans le domaine de l'alimentation, non. Je dirais que il n'y a pas une femme inspirante. Après, il y a des femmes que j'ai rencontrées. Enfin, j'ai une personne que j'ai rencontrée quand j'étais à Air France, que je vois toujours. Une autre femme que j'avais beaucoup, beaucoup appréciée dans ma vie de consultante. Des personnes à la fois que je rencontre. Ce qui est vraiment riche dans mon métier d'aujourd'hui, c'est que je rencontre beaucoup de personnes qui sont dans le métier plutôt de la thérapie, des psychologues, etc., ou des personnes dans le domaine de l'alimentation. Donc il y a des personnes que j'apprécie beaucoup, que je rencontre, que je lis, avec qui je discute, etc. Mais j'en isole pas une particulièrement. C'est plutôt un ensemble de personnes qui, en fait, m'ouvrent les yeux, enrichissent ma réflexion, me font voir les choses autrement, me donnent envie d'approfondir des sujets sur lesquels j'étais sûrement ignorante au départ. Ou plutôt des femmes du quotidien. Ariane, on va passer à la dernière partie de l'interview, qui est le questionnaire Girls in Food. Donc des questions pour mieux vous connaître. Est-ce que vous avez un coup de cœur food récent ? Ça peut être un restaurant, même si ils n'ont pas encore complètement réouvert. Ça peut être un livre, ça peut être ce que vous voulez. Alors j'ai plein de coups de cœur. Il y en a un auquel je pense particulièrement, que j'ai beaucoup aimé pendant le confinement. C'est un livre qui s'appelle Sel, gras, acide, chaleur, qui est un livre qui est écrit par une femme cuisinière, chef, qui est américaine, je crois, d'origine iranienne, Amine Nosrat, et je trouve ce livre génial. Ouais. Alors, c'est un petit peu la version moderne d'un autre livre qui a été traduit récemment, qui est le livre d'Alice Waters. Je trouve que c'est des livres où il y a un énorme travail qui est fait et qui est à la fois utile pour quelqu'un qui débute complètement dans la cuisine ou quelqu'un qui est beaucoup plus expérimenté pour vraiment décortiquer le fait de cuisiner. Et donc ce livre, Sel, gras, acide, chaleur, où elle dit voilà, c'est les 4 piliers importants de la cuisine. C'est vraiment, je trouve qu'il y a une générosité dans ce type de livre où on dit mais elle a beaucoup expérimenté, fait plein de recherches, essayé plein de choses et elle nous
partage tout ce savoir. Ouais. Ça, je trouve ça génial. Ouais. Et donc, il y a une richesse dans ce livre. Donc, à la fois où il y a à la fois beaucoup tout un contenu sur effectivement comment cuisiner, vraiment des bases, Les grands principes, des grands voilà. principes sur le gras, le sel, l'acide, etc. Et puis après des recettes qui sont inspirées de ça. Et je pense vraiment que si on applique ça, par exemple notamment la place de l'acide, Oui. je me rappelle que ça c'est des choses que j'ai... Évidemment que j'avais pas du tout, vu que j'ai pas appris grand chose chez moi, puis c'était pas du tout la façon de cuisiner de ma mère, mais parce que des choses que j'ai appris après dans les recettes, de mettre un filet de jus de citron, un coup de vinaigre à la fin d'un plat, ça peut vraiment changer les choses. Donc ce livre il est vraiment très très riche et j'ai pas du tout fini de l'explorer. Deuxième question, quel serait le plat qui résume votre enfance ? Alors, il y a un plat un peu paradoxal, je dirais c'est les épinards. Alors c'est amusant parce qu'il y a tellement de personnes qui détestent les épinards et mon frère et moi on se battait pour les épinards. Et ce qui est paradoxal, c'est que ma mère donc n'aimait pas trop cuisiner, mais elle était capable de passer du temps. Donc elle allait acheter des épinards et pour faire une quantité d'épinards suffisante, il faut en éplucher beaucoup. Donc elle les épluchait, elle les faisait cuire, elle les mixait, elle mettait de la crème, ça prenait un temps fou. Et après c'était mangé très très vite et je me rappelle vraiment de cette idée qu'il n'y en avait jamais assez. C'est parce que c'était pas les épinards de la cantine. Et on adorait ça et je crois que j'ai jamais réussi à les refaire aussi bien. Est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté et que vous n'avez jamais oublié ? Alors, il y en a plusieurs. Je repense à un plat, et je pense que c'est un plat qu'on ne pourra plus goûter. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un restaurant que j'aimais beaucoup qui s'appelle Sakana, qui est un restaurant qui est à Honfleur, où il y a un chef qui s'appelle Alexandre Bourdas. Et on est allé, on a dû aller 4-5 fois dans ce restaurant, et je crois qu'à chaque fois il y a toujours ce plat, ou peut-être le poisson change, qui est, je crois, le premier plat, peut-être après des amuse-bouches. Au début, en fait, il sert une pascade parce qu'il est originaire de l'Aveyron, et donc une pascade avec un petit peu d'huile de truffe, je crois, dessus, qui est un plat d'accueil. Et puis après, on passe à un plat qui est en fait un bouillon où il y a un morceau de lotte, je crois, ou de dorade, et puis c'est parfumé avec un peu de noix de coco, de coriandre, de citron vert, de kombawa, enfin plein de goûts différents. Il y a une espèce de... Ce chef, il a travaillé au Japon, et donc il y a une espèce un peu de fusion de plusieurs façons de cuisiner. Il y a un mélange de goûts, de saveurs fantastiques, et ce plat, vraiment, il est extraordinaire. Il n'est pas compliqué, mais il est vraiment hyper équilibré, et vraiment, on en prend plein la bouche. Et je disais, on va sans doute plus pouvoir le goûter, parce que ce chef, il a été confronté aux difficultés de la fermeture des restaurants, comme tous. Alors déjà, il a dû refaire complètement son restaurant. Je pense que ça a été un petit peu difficile comme période. Et là, pendant le confinement, il s'est mis à faire des sushis. Justement, je disais qu'il avait travaillé au Japon, et donc il a fait des sushis. Donc c'est un restaurant 2 étoiles, et là il a fait des sushis, je crois, je ne sais plus, à 12 ou 15 euros le plat de sushi. Et je crois que ça a très bien marché, et donc récemment il vient d'annoncer qu'il n'allait plus recommencer comme avant, qu'il allait faire une cuisine qui serait toujours sa cuisine, mais beaucoup plus accessible. Donc je pense que voilà, il n'est plus dans cette espèce de démarche vraiment d'excellence. Je pense qu'il fera toujours excellent, mais peut-être avec des plats plus simples, peut-être moins dans la cuisine, moins la haute gastronomie, donc probablement qu'on goûtera plus ce plat. Est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez ? Alors il y a un aliment vraiment que je n'arrive pas à aimer, alors que j'ai essayé plusieurs fois, plein de fois, et que mon compagnon adore ça, c'est les olives. Vraiment, les olives, je n'aime pas ça. Alors, je peux manger des olives dans un plat qui a été cuit, je peux manger de la tapenade, je consomme bien sûr de l'huile d'olive, mais les olives, vraiment, j'aime pas ça. Et est-ce qu'il y a un produit que vous avez toujours au frigo ou dans vos placards, dans votre cuisine ? Je pense que j'ai toujours des citrons pour utiliser les zestes, faire du jus de citron, mettre du citron quelque part. Toujours du beurre aussi, pour les tartines aussi beaucoup pour faire des pâtes à tarte par exemple. Quelle est votre recette fétiche quand vous êtes en cuisine ? Justement, je pense que les tartes, je crois que je fais beaucoup de tartes salées ou sucrées. Vraiment, c'est très libre selon les saisons. Souvent je fais alors
il paraît que je fais une très bonne pâte à tarte. Et puis souvent, je varie les farines. Je mets un petit peu de farine de pois chiches quand c'est une tarte salée, ou un peu de farine de noisette quand c'est une tarte sucrée. Et puis, je vais vraiment varier les fruits, varier les légumes, varier où ça peut être une quiche. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui résume assez bien ma façon de cuisiner, qui est une façon de cuisiner, alors je dirais souple et saisonnière, c'est-à-dire que vraiment, j'ai des bases que j'adapte en fait en fonction de ce que j'ai sous la main, en fonction de la saison, en fonction des ingrédients du moment. Et quand vous êtes en cuisine, qu'est-ce que vous écoutez ? Est-ce que vous écoutez de la musique ? Est-ce que vous écoutez des podcasts, la radio, ou alors vous travaillez en silence ? Alors pas en silence, assez souvent. Alors ça peut être la radio, mais je dirais que... Alors j'aime beaucoup les podcasts, j'en fais un mais surtout en écouter. Et donc la cuisine, je trouve que c'est un des rares moments où je peux faire quelque chose en écoutant un podcast. Parce que moi je sais pas bien faire deux choses à la fois, donc si j'écoute un podcast, je fais que ça. Et par contre, couper des légumes ou faire des choses en cuisine, ça me permet d'écouter des podcasts. Donc ça peut être parfois de la musique, parfois la radio, mais vraiment une émission en particulier, ou des podcasts. Et... Alors après, j'aime toutes sortes de podcasts. Ce que j'ai identifié, c'est que j'aime beaucoup les podcasts de conversation en fait. Donc ça peut être votre podcast, d'autres podcasts qui sont dans le domaine de la gastronomie, ou La Poudre qui est un podcast féministe, vraiment voilà, dans le genre 2 qui est aussi un podcast de conversation, enfin voilà, tous ces podcasts où il y a une personne qui raconte un peu son parcours, ses convictions, je crois que c'est vraiment ce que je préfère dans les podcasts. Écoutez, c'est partagé. Quel serait le resto de votre vie s'il n'en restait qu'un ? Ça c'est dur comme question. Il y a un restaurant que j'aime vraiment vraiment beaucoup parce que c'est tout un ensemble. C'est un restaurant qui s'appelle les Bacchanales et qui avance. Donc autant dire que je n'y vais pas souvent. C'est un chef qui s'appelle Christophe Dufaux que en fait on avait rencontré tout à fait par hasard dans un petit restaurant qu'il avait il y a des années dans la même région à Tourette-sur-Loup, qui est un petit village en Provence. Et on avait adoré sa cuisine et après on l'a retrouvé dans ce restaurant où on est quand même allé plusieurs fois. Et à la fois c'est un chef, la cuisine est délicieuse, c'est un chef généreux, alors qui est locavore. Alors c'est, je dirais, assez facile d'être locavore en Provence, c'est-à-dire qu'il a je dirais la nourriture là, de son coin de Provence, il peut remonter un peu plus loin dans la montagne, il va chercher ses poissons à Imperia en Italie. Et en plus le lieu est magnifique, quand on y va à la belle saison, il y a un superbe jardin, le chef est très sympathique, il vient lui-même vous expliquer son menu, puis après c'est toute une cuisine effectivement qui est faite avec beaucoup d'épices, d'herbes, enfin plus des herbes peut-être que des épices, et c'est délicieux, c'est généreux, mais c'est pas trop sophistiqué, et vraiment j'adore ce restaurant, mais j'y vais pas très souvent. Et alors, pareil, là, je sais pas du tout. Je crois qu'il y a beaucoup de chefs qui vont être dans une réflexion suite au fait d'avoir dû fermer pendant plusieurs mois. Donc, je sais pas si ce restaurant va continuer. Comme avant, c'est un chef qui a beaucoup voyagé, donc qui est un peu au carrefour de différentes influences. Je sais pas comment il va évoluer, mais en tout cas, c'était un très très bon restaurant. Je suis pas allée depuis plusieurs années, mais je pense que c'est toujours très bon. Et est-ce qu'il y a un restaurant que vous rêveriez de tester ? Alors j'aime pas trop le mot tester pour l'instant. J'aime bien dire plutôt découvrir ou goûter. Pardon pour cette parenthèse. Alors il y en a plusieurs. Il y a un restaurant où j'aimerais beaucoup aller. Alors je pense que c'est tout à fait faisable. Mais là aussi c'est pour à la fois la cuisine, la démarche et aussi le cadre. Vraiment c'est une espèce de lieu complet. C'est un restaurant qui s'appelle l'Auberge de la Fénière à Lourmarin, qui est le restaurant où il y avait une chef qui s'appelle Reine Samut, et maintenant c'est Nadia Samut qui a repris. Donc il fait une cuisine, alors elle a une intolérance au gluten, donc elle fait une cuisine sans gluten, donc je suis pas sûre que je suis 100% d'accord avec son approche de la cuisine libre, parce qu'elle a forcément chassé je pense qu'on peut avoir une cuisine libre avec du gluten, mais je pense que ça lui a permis de développer en tout cas une créativité avec d'autres céréales qui est très intéressante, et
Et j'aime beaucoup la cuisine de la Méditerranée, du bassin méditerranéen, et donc le lieu a l'air très beau, la cuisine a l'air très originale, donc je pense que j'aimerais bien aller découvrir ce lieu. Bon. Et dernière question, quelle femme souhaiteriez-vous entendre dans un prochain épisode du podcast? Plein. Alors, je pense qu'il y a... Alors, il y a une femme chef que j'aimerais bien entendre, que j'adore, qui est dans une période intermédiaire, qui s'appelle Manon Fleury, Oui. qui était chef dans un restaurant qui s'appelle Le Mermoz et qui est en train d'imaginer son restaurant, et qui a une démarche très intéressante par rapport à l'évolution de la restauration, donc j'aimerais bien l'entendre elle. J'aimerais bien entendre une personne que je connais un petit peu, mais pas, dont je connais pas le parcours, qui s'appelle Maria Cannabal, qui a lancé le Parabéré Forum, où elle fédère des femmes dans le domaine de la gastronomie de tous les pays. Donc ça serait vraiment, vraiment intéressant. J'aimerais bien entendre Camille Labro, qui est une journaliste gastronomique, et surtout parce qu'elle est en train de lancer, un petit peu en liaison avec Alice Waters, les écoles comestibles, le projet d'école comestible. Donc je trouve que ça serait intéressant de l'entendre parler sur ce sujet. J'aimerais bien entendre, alors ça c'est un peu plus compliqué peut-être, Dominique Rennes, qui a l'air d'être une chef, qui a une énergie incroyable. Ça serait très intéressant. Alors, dans un autre domaine, j'aimerais bien entendre aussi pour raconter sa passion, une boulangère qui est à Marseille, qui s'appelle Marie-Christine Aratingui, qui est une boulangère qui travaille vraiment sur des belles farines, des blés anciens, qui a un amour du bon pain et du pain vertueux, qui est un sujet aussi qui me tient beaucoup à cœur, et ça me passionne beaucoup le pain. Donc, et pour sortir un peu de Paris aussi, je pense que ça serait très intéressant aussi. Donc, je suis sûre qu'il y en a plein d'autres aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans la gastronomie. Mais c'est ça, il y en a énormément. Voilà, il faut les entendre plus. Tout à fait. Un grand merci à Ariane Grimbach. Merci, c'était avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. Un grand merci à Ariane Grimbach pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre, rien de plus simple. Mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast. J'attends vos réactions sur Instagram, sur le compte girls.in.food, ainsi que vos suggestions d'invités. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.